Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. Je suis en compagnie de Violette Peuzin et Gwendit Vallier, étudiante en histoire et journalisme à l'Université catholique de Lille et militante engagée. Nous allons explorer les combats et les victoires des femmes pour l'égalité des droits à travers des reportages et des témoignages. Le 8 mars est également une date historique pour les Françaises. La France est officiellement devenue le premier pays au monde à inscrire la liberté garantie des femmes de recourir à l'IVG dans sa constitution datant de 1958. Au programme de cette émission dédiée au 8 mars, alors d'abord une exposition unique en son genre, intitulée « Où sont les femmes ?», au Palais des Beaux-Arts de Lille. Nous vous emmènerons aussi découvrir un cours de Zumba pas comme les autres, organisé par l'association Passerelle, véritable bulle d'énergie. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous reviendrons sur la manifestation qui s'est déroulée à Lille, un moment fort de mobilisation et de sensibilisation. Plongeons-nous dès à présent dans l'histoire avec Violette. Nous allons voyager dans le temps et décrypter les moments clés de la lutte pour les droits des femmes. Bonjour Violette, vous êtes avec nous sur le plateau pour nous apporter quelques éléments historiques. Alors comment est née cette journée internationale des droits des femmes ? Eh bien, la journée du 8 mars trouve ses origines dans les luttes ouvrières et les mouvements féministes du XXe siècle. À cette époque, les femmes étaient confrontées à des conditions de travail terribles, à des salaires bien en dessous de celui des hommes et à une absence quasi totale des droits politiques. Et donc, le 28 février 1909, à New York, des milliers de femmes ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et, chose importante, le droit de vote. C'est là qu'est né le National Women's Day, la journée nationale de la femme, sous l'appel d'un ancien parti politique des USA, le Parti socialiste d'Amérique, et il a été décrété que chaque dernier dimanche de février, cette journée serait signe de manifestation dans la rue, chose qui fut le cas jusqu'en 1913. Donc là, nous parlons d'un événement national, mais comment cette journée est-elle devenue internationale et surtout pourquoi le 8 mars ? Eh bien, nous devons tout à Clara Zetkin, une enseignante, journaliste et femme politique allemande qui s'est inspirée du National Women's Day. Clara Zetkin était une militante socialiste qui défendait la nécessité de donner une voix aux femmes et qui était très engagée dans la lutte contre les injustices subies par ces femmes au quotidien. C'est donc en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes qui se déroulait à Copenhague et qui réunissait une centaine de femmes venant de 17 pays différents, que Clara Zetkin a soumis l'idée d'internationaliser une journée pour les droits des femmes. Sans surprise pour nous, l'idée est validée par toutes les personnes présentes et on fête la toute première journée internationale des droits des femmes le 11 mars 1911. Des rassemblements ont lieu en Allemagne, en Autriche, au Danemark, bref, dans plusieurs pays du monde, et l'on y revendique principalement le droit de vote et le droit au travail. Et la date fixe du 8 mars n'arrive pas très longtemps après en vérité. En fait, des femmes socialistes allemandes ont organisé une marche à Berlin le 8 mars 1914 pour revendiquer spécialement le droit de vote et cette date est tout simplement restée. Il a été décidé de l'associer à la célébration. Mais pourtant, ce n'est bien plus tard, en 1977, que les Nations Unies ont officialisé cette journée et la même chose en France, on l'adopte officiellement qu'en 1982. Exactement, oui. Entre 1914 et 1982, les droits des femmes en France ont pas mal évolué. Je vais vous partager quelques dates. En 1919, le baccalauréat est ouvert aux femmes, de même que l'accès à plusieurs écoles supérieures qui jusque-là étaient réservées aux hommes. En 1944, le gouvernement provisoire de la République française accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes, ceci un siècle après l'instauration du suffrage universel en France. 1946, il est inscrit dans la Constitution que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. La première ministre est nommée en 1947. Les femmes commencent vraiment à gagner en autonomie qu'en 1965, lorsqu'une loi les autorise à gérer leurs biens propres et à exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. La contraception est quant à elle légalisée en 1967. Il faut attendre 1972 pour apposer dans la loi les principes d'une égalité salariale homme-femme. 2006 pour réformer cette loi et supprimer les écarts de rémunération. Donc tout ça pour dire que oui, aujourd'hui en France, les femmes bénéficient de nombreux droits, mais c'est venu très tardivement en comparaison avec d'autres pays. Et c'est pour cette raison qu'en France, la Journée internationale des droits des femmes n'obtient un statut officiel, comme vous le disiez, que le 8 mars 1982. Ceci à l'initiative d'Yvette Roudy, ministre déléguée
déléguée des droits des femmes sous le gouvernement socialiste de François Mitterrand. Et depuis le 8 mars est célébré chaque année en France. Alors cette journée a multiples objectifs, sensibiliser aux inégalités persistantes, lutter contre la discrimination, mais surtout promouvoir l'autonomisation des femmes dans tous les aspects de la société. Exactement, on y célèbre les réalisations sociales, politiques, économiques et culturelles des femmes, tout en continuant à plaider pour l'égalité des sexes et la justice. Et si cette journée internationale est importante, c'est parce qu'aujourd'hui, la lutte pour les droits des femmes est loin d'être terminée. Dans de nombreuses parties du monde, les femmes continuent à faire face à des conditions de travail terribles, à la violence domestique, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé et bien d'autres encore. Et ceci est d'autant plus criant dans les pays en développement, où les femmes sont souvent confrontées à des barrières supplémentaires en raison de la pauvreté, de l'instabilité politique ou même des traditions culturelles. Cette journée est donc un temps de mobilisation et d'engagement qui nécessite d'avoir lieu chaque année. Et cette année en France, le 8 mars, était un petit peu particulier. Nous en étions tous témoins. C'était un événement majeur, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Tout à fait, oui. Depuis sa légalisation en France en 1975, l'interruption volontaire de grossesse reste un sujet très controversé. Et pourtant, le Congrès s'est prononcé lundi dernier, le 4 mars. Le projet de loi constitutionnelle qui prévoyait l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution a été adopté par le Congrès. Et 4 jours plus tard, le 8 mars, s'est déroulée la cérémonie de scellement place Vendôme à Paris. Nous avons pu voir en présence du président de la République, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, apposer le sceau de la République sur la loi garantissant la liberté d'accès à l'IVG dans la Constitution. Ce 8 mars était donc particulier pour les Français car c'est une chose qui a été demandée depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Violette pour le rappel de ces faits historiques. Gwendid, que pensez-vous de la progression des droits des femmes en France ? Je pense qu'elle s'est fait assez rapidement. En quelques années, on a réussi à rattraper un peu notre retard par rapport à d'autres pays, comme a pu le dire Violette. On a réussi à obtenir le droit de vote, le droit justement à recourir à l'IVG. Après, il faut faire effectivement attention à ce qu'on comprenne bien en quoi consiste l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On parle simplement d'avoir la liberté de recourir à l'IVG, mais en soi, dans les faits, ça ne change pas réellement des choses. Le gouvernement peut absolument manipuler cette loi à sa guise en fonction de certains critères, certaines mesures. Donc il faut rester vigilante, mais je pense que les femmes sont encore très, très révoltées par rapport aux discriminations auxquelles elles font face quotidiennement. Donc le combat n'est pas terminé et il y a encore lieu d'être présent aujourd'hui. Merci Gwendid. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans la rue ce 8 mars. Les manifestations ont eu lieu dans plus de 160 villes en France. À Lille, 1 millier de personnes se sont mobilisées. Esther a participé à cette manifestation, place de la République. À l'occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes, plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé ce vendredi 8 mars. Cette année à Lille, la marche féministe avait un goût particulier après que les locaux du planning familial aient été tagués pour la 2e fois cette semaine. Femmes et hommes, étudiants ou actifs, nous avons rencontré ces manifestants pour comprendre pourquoi il était important pour eux de descendre dans la rue. Pour se battre, pour défendre les droits des femmes. C'est important de venir le 8 mars et de justement faire grève le 8 mars parce que c'est une date symbolique et que on manifeste pour les mêmes raisons qu'il y a 100 ans et on devra encore le faire longtemps. Oui, c'est un jour de lutte et puis c'est surtout un jour aussi pour rappeler en fait que on est toujours confronté à des violences. On est toujours confronté en fait des violences, que ce soit physiques ou symboliques, en fait, tout le temps. Moi, je suis infirmière libérale, on a déjà essayé de me toucher les fesses. Alors que j'étais en train de faire un soin à quelqu'un. Enfin, je veux dire, tous les jours, tout le temps, on se fait tout le temps embêter. Le ras-le-bol est général et partagé par toutes. Il se lit sur les pancartes et s'entend même dans les slogans. Les inégalités salariales comme la défense du droit à l'IVG faisaient partie des sujets porteurs, notamment après l'inscription officielle de l'IVG dans la Constitution quelques heures plus tôt. Cette victoire pour la cause féministe, les hommes s'en félicitent aussi, comme Joseph, 35 ans, professeur des écoles. Depuis que je suis en âge de comprendre qu'il y a des choses qui vont mal dans ce monde, je me bats pour l'égalité et la liberté de tout le monde. Je suis particulièrement touché parce que moi j'ai ma grand-mère qui a failli mourir d'un avortement clandestin quand elle était jeune. Il y a ma mère qui s'est battue au MLAC dans sa jeunesse. Aujourd'hui elle est décédée, malheureusement elle n'est pas là pour voir la grande victoire des femmes de cette semaine. Et j'ai 3 sœurs, donc ma sœur elle va avoir un enfant.
mais elle a eu le choix. Et moi, j'estime que c'est le droit de toutes les femmes de conserver ce choix, mais d'en avoir ou de ne pas en avoir, mais aussi d'être à égalité dans toutes les situations avec les hommes. Dans la foule régnait une colère revendicative, mais l'ambiance était toutefois joyeuse pour réclamer une égalité sociale qui est encore loin d'exister, comme en témoignent 2 étudiantes lilloises, Agnès et Judith. Le droit des femmes aujourd'hui, même si ça avance, on l'a vu avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est vraiment une grande avancée, mais c'est pas du tout suffisant, c'est loin d'être suffisant. Moi, ce qui me parle aussi, c'est la notion de viol qui est très très mal connue en France, je trouve. En fait, le viol, c'est un inconnu dans la rue, voilà. Pas du tout. La plupart des gens, la personne connaît la victime et c'est ça aussi qui est important à savoir. Même la police qui n'est pas assez formée à savoir parler aux mineurs, à savoir parler. Rien qu'en voyant le gouvernement et sa composition, c'est déjà critique. Donc on ne peut pas être entendu si ça fonctionne comme ça. Pour beaucoup, cette marche aura permis de mettre en avant la cause des femmes, mais aussi de pointer l'inaction politique. Bonjour Esther. Bonjour. Dans ton reportage, on voit que la moyenne d'âge de la manifestation était relativement jeune. Alors, est-ce qu'on a une explication à ça ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les jeunes se mobilisent plus ? On pourrait dire que c'est grâce à la vague MeToo, aux 3 vagues MeToo depuis 2017. Depuis donc, ce moment clé avec l'affaire Harvey Weinstein, il y a vraiment eu une prise de conscience, autant dans les cercles privés que publics, avec des associations, des marches féministes qui sont organisées, comme celle qui a eu lieu il y a une semaine, et donc des prises de parole aussi de personnes connues. Récemment, il y a eu celle de Judith Godrèche au César, et c'est ça qui permet au mouvement vraiment de s'émanciper, de devenir beaucoup plus puissant et de permettre aussi à des personnes de descendre dans la rue et de se révolter, comme on l'a vu pendant les interviews de ces jeunes femmes. Gwendy, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Esther ? Pourquoi est-ce qu'on ressent que les jeunes se mobilisent plus ? Je suis totalement d'accord. Après, je pense que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Forcément, il y a une influence qui est telle parce que les informations se sont diffusées à une vitesse folle. Les réseaux sociaux nous permettent de voir justement les différentes manifestations qu'il y a en France, mais surtout ont permis de faire diffuser certains mouvements, comme les mouvements MeToo, et c'est loin d'être terminé. Les mouvements MeToo, il doit y avoir encore, je pense, une dizaine de vagues. Enfin, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère où on va oser parler, on va oser dénoncer, et ça se fera notamment, je pense, donc via les réseaux sociaux. Alors Esther, l'avortement fait partie des principales thématiques quelques jours après l'IVG qui rentre dans la Constitution, mais on sent bien que selon les témoignages, le combat n'est pas encore terminé. Oui, ce qui ressort beaucoup dans les témoignages, en fait, c'est le décalage entre la loi qui a été instaurée dans la Constitution et la mise en pratique, la réalité des faits, puisque dans les faits, certes, la loi existe, mais c'est pas pour autant que les moyens sont mis en œuvre pour permettre à toutes les femmes d'accéder à l'IVG. Donc ça passe par le manque d'argent, mais aussi le manque d'infrastructures. On a beau avoir ce droit, si les femmes ne sont pas en capacité d'avoir un rendez-vous avec un gynécologue ou un hôpital dans les temps, l'IVG ne peut pas avoir lieu. Il faut aussi les infrastructures après l'IVG, parce que c'est pas un acte anodin, il faut un suivi psychologique, et c'est pas toujours le cas. Donc c'est aussi ça qui est dénoncé quand les militantes ou les personnes dans la rue parlent d'inaction politique. Oui, c'est ce que Gwendy, vous précisiez tout à l'heure, c'est la liberté des femmes à avorter qui est rentrée dans la Constitution. Et vous trouvez que cette différence et ce terme de liberté a son importance ? Oui, ça a son importance parce qu'en fait, en fonction des politiciens et en fonction de ce qu'ils pensent, ils pourront plus ou moins mettre en place des mesures pour réellement protéger les femmes qui ont besoin d'avoir recours à l'IVG, mais ils peuvent très bien manipuler cette loi comme bon leur semble. C'est simplement dans le nom, on pense qu'effectivement c'est une réelle avancée pour les femmes, mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, on revient un peu à ce qu'on était déjà à la base, donc voilà. Alors cette année, la guerre dans la bande de Gaza était dans toutes les têtes et la mobilisation du 8 mars était aussi une façon de dénoncer les conditions des femmes en Palestine.
Oui, dans le cortège, il y avait des militantes féministes qui portaient la voix des femmes dans la bande de Gaza. Parce que ce soit à Gaza ou dans d'autres zones de guerre, les femmes sont les principales victimes. Et en ce moment à Gaza, il n'y a plus d'hôpitaux, donc plus de services de soins. Il y a des accouchements qui se font dans la rue. C'est pas nouveau, il y a 50 ans, il y a 20 ans, les femmes accouchaient déjà au checkpoint israélien. Sauf que là, la situation s'est vraiment dégradée. Donc autant pour la Palestine que pour les autres zones de guerre, Afghanistan, Iran, Congo, des militantes françaises portaient leur voix pour aussi visibiliser cette cause-là. Donc Gwendy, vous avez aussi participé à cette manifestation à Lille. Pour vous, c'était aussi important de dénoncer les conditions des femmes en Palestine C'est extrêmement important parce que là, on parle pas seulement d'une zone de guerre, on parle d'un génocide. Et comme on a pu le voir dans les statistiques, bien que les personnes qui sont référencées comme décédées sont des statistiques données par le Hamas, mais 70% des personnes qui sont mortes au sein du génocide à Gaza sont des enfants et des femmes. Les femmes sont victimes justement effectivement on voit les fausses couches qui ne cessent de s'accroître. Pareil pour les conditions hygiéniques qui n'existent pas. En fait, les femmes qui ont leurs règles n'ont pas forcément accès à l'hygiène nécessaire. Donc oui, les femmes ont une importance toute particulière dans cette manifestation et c'est un génocide qui a plus que sa place parmi ces combats. Et d'une façon plus générale, quelles sont les principales préoccupations des féministes aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes, cesser toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient, que ce soit des violences psychologiques, physiques, sexuelles, au travail, des violences financières, les violences qui font référence à du chantage affectif. Je pense qu'on a tous conscience que les féminicides existent toujours, les discriminations, les inégalités salariales sont toujours présentes, donc nos combats ont du sens, nos combats ont lieu d'être, sont crédibles, sont légitimes d'être présents. Et les femmes devraient continuer encore très longtemps, je pense, à se battre pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Merci beaucoup Gwendy et Esther. En 2023, 63% des hommes de 15 ans ou plus pratiquent régulièrement une activité sportive contre 55% des femmes, selon le dernier baromètre de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. L'écart dans la pratique sportive régulière entre hommes et femmes s'établit à 8%, le chiffre le plus important depuis 2018. Alors pour les pratiques occasionnelles, l'écart passe même à 9 points, de 75% chez les hommes contre 66% chez les femmes. Au cœur de Lille, l'association Passerelle dénonce cette inégalité dans le sport et propose des cours de Zumba uniquement pour les femmes. Dounia a participé à un cours de Zumba. Implantée au cœur de la métropole lilloise, l'association Passerelle propose aux femmes de se rencontrer le temps d'un cours de Zumba à la maison de quartier de Lille-Moulin. Un cocktail mélangeant joie de vivre, musique entraînante et cris d'encouragement. Une trentaine de femmes sont au rendez-vous, un moment 100% filles qui attire les adhérentes. Je voulais venir au sport, mais sans forcément être avec des garçons, et ça me plaît, c'est super bien, et je kiffe être là. C'est sympa, franchement, on vient toutes les semaines, et c'est cool à faire. Je voulais commencer une activité sportive, mais c'est vrai que je ne savais pas vraiment quel sport je voulais faire, et c'est bien avec cette association, c'est qu'il y a de l'afro-vibe, de la zumba, du HIIT, du yoga, du pilates, donc il y a vraiment tout type de cours, et ça permet un peu de voir ce qu'on aime, de voir les sports dans lesquels on s'épanouit. Pilates, Afro-Vibe, Yoga, l'association propose 21 activités sportives chaque semaine. Tout au long de l'année, Passerelle organise des actions collectives et solidaires pour modifier le regard que l'on porte sur soi et sur les autres. Selon la bénévole et professeure de Zumba Alessandra Machado, l'association se compose de 4 piliers. Le premier, c'est le sport santé. Le deuxième, c'est la diversité inclusive. Donc, vous voyez qu'il y a une grande diversité de public.
On a une approche de sport santé, donc la pratique adaptée à toutes. On a aussi une logique de lien social, donc ce sont nos 4 piliers fondamentaux. On a des ateliers qui sont en non-mixité choisie, donc il n'y a que des femmes et c'est très important cet aspect. Créer du lien, c'est le maître mot de Passerelle. Les 35 bénévoles et 6 animatrices de l'association encadrent désormais 250 adhérentes en 2023 contre 170 en 2022. Le travail pédagogique de la pratique sportive, elle doit toucher à tous les aspects de l'existence des individus, dont si bien le mouvement dansé que la compréhension anatomique. On travaille beaucoup sur la conscience corporelle. Il faut savoir que le corps des femmes est encore un continent à explorer. On a une logique inclusive dans laquelle on n'est pas dans cette conception qu'il y a une forme ou un shape pour faire du sport. Toutes les shapes, toutes les formes sont faites pour être en mouvement. Passerelle, c'est avant tout des activités sportives inspirées des principes du sport santé. Pour Alessandra, la Zumba n'est donc pas une activité bien-être, mais un véritable sport. C'est du sport parce que c'est pas que de bien-être. Les gens font du sport et à partir du moment que tu transpires, que tu travailles sur tes muscles et que tu donnes de l'intensité cardiovasculaire et même de la souplesse, tu fais du sport. Il n'y a pas de raison qu'on parle de bien-être, activité physique. Pourquoi pour les femmes, ça serait du bien-être et de l'activité physique et pour les mecs, c'est du sport? Il faut me l'expliquer. Passerelle s'engage dans une véritable démarche féministe. L'association se mobilise aux côtés du collectif 8 mars. Ce collectif réunit toutes les associations féministes de la métropole lilloise. Alessandra appelle à une mobilisation à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La bénévole fait un appel à la grève. On fait un appel général à la grève, mais la grève dans tous ses aspects, la grève du travail, mais aussi la grève à la maison, la grève de s'occuper des enfants, la grève tout court quand on peut, évidemment, on sait que c'est pas faisable pour tout le monde. Allier les bienfaits du sport santé et l'échange entre les adhérentes afin de créer un espace de lien social pour toutes les habitantes de l'île, c'est l'engagement de Passerelle. La devise de l'association, osons être plutôt qu'avoir. Le projet dans sa globalité, il est unique, c'est pour ça qu'il impacte, il mobilise autant de gens, parce qu'il est touchant, parce qu'il fait sens, parce qu'on en a plus que jamais besoin d'exister ensemble. Bonjour Dounia. Bonjour Emma. Vous avez eu l'occasion de participer à un cours de Zumba avec l'association Passerelle. En effet, un cours de Zumba animé par Alessandra Machado, qui est la cofondatrice et une des membres de l'association. Et ça a été une expérience vraiment très singulière parce qu'on s'attend à un cours de sport basique et finalement on se rend compte que c'est un endroit en fait, c'est plus qu'un cours de sport. C'est un endroit où on est là pour partager des valeurs qui sont profondément féministes, des valeurs de sororité, de bienveillance et beaucoup de messages ont été passés. Et c'est pour ça qu'on a voulu, que j'ai voulu en tout cas montrer ça. Je trouvais ça particulièrement important, surtout pour cette journée. Quel genre de messages par exemple ? Des messages concernant la bienveillance déjà entre les membres, la sororité, l'entraide aussi de la courance du body positif, etc. Ou, en tout cas, Alessandra, l'animatrice, essayait au mieux de faire les adhérentes se sentir à l'aise. Et on a aussi entendu des messages concernant la grossophobie par rapport à l'actualité sur les normes d'obésité, etc. en France, et qui apportait vraiment en tout cas une vision différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre dans les cours de sport traditionnels, etc. Donc, c'était très intéressant. Et Gwendy, je voulais savoir, c'est un cours donc 100% femmes. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que c'est important que les femmes puissent se retrouver aussi entre elles dans des activités où elles se sentent complètement en sécurité les unes avec les autres, parce qu'on le sait, dans le milieu sportif, c'est un milieu qui atteint très régulièrement, qui en tout cas on dénonce très régulièrement dans cet espace-là des agressions sexuelles, quelles qu'elles soient. Donc je pense que c'est important pour les femmes d'avoir un endroit où elles se sentent reconnues en tant que femmes, où elles puissent s'exprimer librement et en sécurité, tout simplement. Et c'est ce que vous avez ressenti, Dounia, les femmes étaient plus à l'aise parce que c'est un cours 100% pour les femmes ? Oui, tout à fait. Il y a des adhérentes qui sont venues nous voir, nous expliquer que voilà, elles se sentaient libres de danser, de s'amuser, de bouger leur corps comme elles le souhaitaient, de s'habiller comme elles le souhaitaient. Et aussi, c'était un espace où on peut, par exemple, emmener ses enfants. Et pour les mamans, il y a des mamans qui sont venues nous voir, que c'était très important pour elles de se dire que elles peuvent venir avec leurs enfants, qui participent ou pas, et elles sont tous en sécurité, tous ensemble, avec des gens qu'elles voient régulièrement en plus. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est plus que du sport, c'est un moment de partage, en fait, de lien social entre des gens qui, dans la vie de tous les jours, ne se seraient jamais croisés.
Alors Gwendy Dounia nous parlait tout à l'heure de grossophobie. Est-ce que c'est aussi un combat mené par les féministes ? Bien sûr, on a envie que toutes les femmes se sentent représentées, les femmes qui sont victimes de toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, car on le sait, à l'embauche par exemple, le physique compte énormément. On sait à quel point le physique peut avoir un avantage sur certaines femmes, parce que les hommes ont tendance à sexualiser certaines d'entre elles, ou simplement parce que ça fait... Par exemple, pour du commerce, ça fait bien d'avoir une belle femme qui vient présenter un produit. Donc, on vient un peu descendre la femme à la femme objet, présentatrice d'une publicité, d'un produit. Donc oui, la grossophobie, bien entendu, elle a sa place dans nos combats féministes. Et voilà. Merci beaucoup Gwendy et Dounia. Où sont les femmes ? C'est le nom d'une exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille qui prend fin demain après 5 mois d'ouverture au public. Elle est consacrée à des artistes femmes dont les œuvres reposaient depuis longtemps dans les réserves du musée. Violette et Dounia s'y sont rendues la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Elles y ont rencontré Alice Fleury, co-commissaire de l'exposition. Alors que l'exposition touche à sa fin, nombreux sont ceux qui passent les portes du Palais des Beaux-Arts pour admirer le travail de 80 artistes, pour la plupart méconnus. Le fil conducteur entre ces œuvres d'art, toutes ont été faites par des femmes. Et comme vous avez pu le constater, les femmes sont nombreuses comme muses, comme allégories, comme modèles sur les 6 messes du musée, mais elles sont beaucoup plus rares comme créatrices. Et c'est donc tout l'objet de cette exposition. On a d'abord commencé par faire un inventaire en fait, de toutes les œuvres des artistes femmes conservées dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et on a identifié 80 artistes et 135 œuvres. Et ce qui nous a frappé d'emblée, c'est que sur ces 80 artistes, en fait, on en connaissait très peu, seulement une douzaine. Et pour vous donner des chiffres, le Palais des Beaux-Arts, c'est environ 60 000 œuvres et objets, toute période. Et en 2022, on exposait une douzaine d'œuvres d'artistes femmes dans le parcours permanent sur environ 3000 œuvres exposées. Un absentéisme auquel Alice Fleury et Camille Velvez, toutes deux commissaires de l'exposition, ont voulu remédier. Après plusieurs mois de recherche, le diagnostic est tombé. Parmi ces 80 femmes, toutes ont fait carrière à leur époque. À leur décès, leurs œuvres ont été invisibilisées et les noms sont tombés dans l'oubli. L'exposition offre donc aux Lillois l'opportunité de redécouvrir ces femmes qui ont consacré leur vie à l'art du XVIIe siècle à nos jours. On a choisi de présenter un parcours en 3 parties qui reprennent en fait les différents facteurs qui ont pu influencer la carrière de ces artistes et également qui reprennent les 3 temps de la pratique artistique. Avant, pendant, après. Donc avant, c'est toute la question de la formation des artistes qui a un véritable enjeu pour tous les artistes, mais particulièrement pour les femmes. Pendant, c'est la question du choix des sujets et des techniques pratiquées par ces artistes femmes en lien avec la hiérarchie des genres. Et enfin, après, c'est toute la question de la réception des œuvres, des réseaux et des stratégies de diffusion, comment elles ont diffusé leur travail, avec qui elles ont exposé, qui les a soutenues, collectionnées, etc. Et si cette exposition prend fin quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, ce n'est pas le fruit du hasard. Je voulais aller au moins jusqu'au 8 mars, évidemment. Donc il y a toute une journée avec beaucoup de manifestations, événements là demain, et le musée est ouvert de 10h à 22h. Voilà, donc effectivement, c'était pas un hasard. Alors là, on a travaillé avec le service de la programmation culturelle, l'idée étant de faire une programmation plutôt féministe et assez engagée, avec des collectifs locaux d'artistes, poètes. Peinture, sculpture, art décoratif, textile. Mais quel destin attend ces 135 œuvres fraîchement sorties de l'ombre à la fin de l'exposition ? C'est une question sur laquelle Alice Fleury s'est beaucoup penchée. Elle nous répond. Alors ça, c'est un vrai enjeu, effectivement, parce qu'actuellement, il y a quand même une tendance depuis quelques années
c'est quelque chose d'assez dans l'air du temps, en fait, ces expositions thématiques, monographiques sur les artistes femmes. Et là, vraiment, ce qu'on souhaite, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pérenniser la présence de ces artistes dans les collections permanentes. Et donc, à l'issue de l'exposition, il y a un certain nombre des œuvres qui sont présentées actuellement dans l'exposition qui rejoindront le parcours permanent, donc de manière pérenne. Voilà. L'exposition, qui a rencontré un franc succès, frôle les 130 000 visiteurs depuis son ouverture au public en octobre dernier. Un succès encourageant pour de futurs projets. J'aimerais, outre le fait de présenter davantage d'œuvres d'artistes femmes dans les collections permanentes, c'est aussi de proposer quelques expositions monographiques pour présenter un travail un travail plus approfondi en fait. Sur quelques figures qui ont été redécouvertes à l'occasion de cette exposition. Je pense des artistes comme Jacqueline Comer-Paton, par exemple, qui est cette Hollandaise qui a fait l'affiche de l'exposition, ou une sculptrice comme Madeleine Jouvray, ou une sculptrice aussi comme Marguerite de Bézère-Gratry, des artistes qui sont très peu connus et je pense qui n'ont jamais eu d'exposition monographique, pas ou peu de publications, et je pense que elles méritent d'être redécouverte aujourd'hui. Le musée des Beaux-Arts n'en a pas fini de révéler au grand jour les talents féminins du passé. Violette, vous vous êtes rendue au Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition. Qu'en avez-vous pensé ? C'était très enrichissant. J'avoue que pour ma part, c'était la première fois que je me rendais à une exposition où le but était justement de ressortir de l'ombre certaines femmes qui ont fait carrière à leur époque, mais qui ont été délibérément mises de côté à leur décès. Et ce qui était très particulier du coup, c'était, vu que c'est sur une fenêtre chronologique assez large de la fin du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y avait vraiment de l'art pour tous les goûts, que ce soit dans les différents styles de peinture, voire même aussi les différents types d'œuvres. Il y avait des peintures, des sculptures, on l'a vu également. Il y avait même une photographie aussi, avec une femme qui en fait s'était marquée artiste sur la poitrine. Donc, c'était vraiment très particulier. En fait, quand on arrive dans cette exposition, on ne s'attend pas à voir des choses aussi différentes que ça. D'habitude, tout est centré autour d'une thématique, mais là, la thématique est tellement large qu'on est vraiment surpris quand on arrive. Et ce qui est très sympa, du coup, c'est qu'en fait, on apprécie chaque salle qui sont différentes. Les personnes qui étaient présentes, le public qui était là était très surpris aussi. Ce qui était bien aussi, c'était qu'il y avait différentes tranches d'âge qui étaient présentes. Tout le monde avait l'air très intéressé et c'était surtout une exposition qui porte en fait un projet. Comme le dit Alice Fleury dans le reportage, les œuvres derrière vont avoir une vie. Elles ne vont pas toutes être de nouveau dans la réserve et c'est un nouveau départ en fait, cette exposition. Et en même temps, ça ouvre aussi une nouvelle fenêtre sur de futurs projets que pourra mener Alice Fleury avec d'autres personnes du musée. Donc c'était vraiment une exposition très sympa à voir. On peut dire que c'est plutôt une victoire donc, pour le Palais des Beaux-Arts, parce qu'il y avait une véritable diversité, tant sur les œuvres que sur la tranche d'âge des visiteurs. Gwendid, vous avez été voir aussi l'exposition ? Oui, effectivement, j'y suis allée avec ma mère et ma sœur. Donc les femmes de la famille étaient réunies pour cette exposition. Et je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y avait certaines femmes même carrément qui se faisaient signer leur nom en se faisant passer pour un homme pour être sûr que leurs œuvres soient reconnues, voire vendues. Mais c'est vrai que c'est un combat en fait depuis des années pour montrer que les femmes existent dans n'importe quel domaine, n'importe quel milieu. Et dans le milieu de l'art, elles ont très souvent été à l'origine de certaines formes d'art qui ensuite ont été réappropriées par des hommes. Et c'est bien de remettre un peu la lumière sur certaines artistes qui ont été oubliées et dont on parle très peu dans les manuels scolaires notamment et dans le programme scolaire de façon générale. Alors Gwendid, un mot de la fin. Est-ce que vous portez un regard positif sur l'avenir et les prochains combats féministes ? Bien sûr, je porte un regard très très positif. Après, je pense que le combat féministe devrait se transcender, essayer de muter vers un combat plus général, vers un combat plus humaniste où on englobe vraiment
les différents, on englobe à la fois les hommes et les femmes pour que tout le monde puisse se sentir reconnu et surtout que on ne mette pas d'un côté les femmes contre les hommes. C'est vraiment un combat on est hyper unis les uns avec les autres et les hommes devraient pouvoir nous soutenir là-dedans aussi. Donc voilà, mon mot de la fin, ce serait le mot humanisme. Merci beaucoup Violette et merci Gwendid pour votre analyse. Merci à vous qui nous avez regardé, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée.